Mesdames, Messieurs, bonjour, mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, je reçois Claude Méville pour faire un retour sur la virée nordique de Charlevoix. Je reçois Éric Simard pour discuter de Fat Bike qui va se passer au Massif de Charlevoix. Et enfin, je reçois Pascal Harvey et Mathieu Tremblay pour discuter Ligue majeure. On fait un retour sur la semaine du Canadien de Montréal. On discute Alouette de Montréal au niveau de la Ligue canadienne de football. Et enfin, on parle transactions qui ont été faites au niveau du hockey professionnel. Également, on aura les segments clés de mes collaborateurs et le quiz sportif. Alors préparez-vous, parce que le vestiaire, c'est maintenant. Et on débute l'émission d'aujourd'hui avec M. Claude Méville pour parler de la virée nordique de Charlevoix, la 7e édition. Ça s'est tenu du 13 au 16 février dernier. Évidemment, on parlait d'une grosse fin de semaine parce qu'on avait à la fois le triathlon des jeunes, soirée conférence avec Gabriel Philippi, le marathon de ski et, entre autres, journée de la famille. Donc là, pour l'organisation, d'avoir un événement d'envergure, mais aussi d'avoir un week-end de la sorte, là, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça en main de maître? Alors, ce que l'on peut dire, c'est la 7e édition. Donc, on a une équipe qui est rodée. On a 150 bénévoles, puis on a beaucoup d'intervenants qui viennent donner un coup de main. Alors, il y avait uniquement une activité qui était la première cette année. C'était la Vallée des Glaces. On a fait une course sur raquettes. C'était la première édition, une course chronométrée. Sinon, toutes les autres activités, c'était du déjà vu dans la mesure où notre équipe est rodée. On a quand même eu un record de participation cette année. L'année dernière, l'ensemble des activités, on avait attiré près de 1100 personnes. Là, on a attiré près de 1500 personnes. Et c'était ça qu'on attendait. Là, on avait dit au départ peut-être 1400, mais là, on a dépassé les attentes. Donc là, c'est un peu le point positif aussi de ça. Oui, et de toute façon, on avait fixé l'ensemble des activités, sauf la randonnée familiale le dimanche, était à guichet fermé. Okay. C'est-à-dire qu'on a fixé, l'année dernière, il y avait eu un record de participation aussi, mais la demande était tellement forte qu'on a décidé de prendre beaucoup plus de monde au marathon avec le ski de fond de Baie-Saint-Paul à la Malbaie. Donc, on est passé de 200 à 400 participants. Et aussi, au triathlon nordique des jeunes, on est allé chercher le jeudi. On commence l'activité le jeudi avec ça. On est allé chercher 2 écoles additionnelles qui sont venues pour la première fois. L'école polyvalente de Bergeronne et l'école primaire Dominique Savio de Bergeronne. Donc, on avait 525 participants. Pour la journée de la famille, la raquette et le ski de fond en famille, c'est un 10 km qui se fait de Saint-Irénée à la Malbaie le dimanche. Là aussi, l'année dernière, on avait 130 participants. Là, on a eu 200 participants. Bref, on a battu nos records de participation sur toutes les activités. Donc, c'est pour ça que tout était à guichet fermé. Dans la Vallée des Glaces, aussi, on a plus de participation. L'année dernière, on avait 150 personnes qui sont venues faire du ski de fond. Oui. Cette année, on a eu nos 150 personnes qui sont venues faire du ski de fond, toujours à guichet fermé. Mais on a fait une autre activité, c'est la première édition, je vous l'expliquais, c'est la course sur raquette, une course compétitive chronométrée. On a fait venir des coureurs d'un peu partout au Québec. Alors, c'était une édition ça a été un succès. Et il y a de fortes chances. Ça va revenir l'année prochaine. Et on a beaucoup de pression aussi pour donner d'autres distances sur les courses. Alors ça, c'est un succès sur toute la ligne. Je ferai remarquer qu'aussi, à chaque année, on a toujours une petite peur, c'est sur la température. Il faut que la température soit clémente. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de tempête de neige. On a eu des matins qui ont été, je pense, notamment au marathon de ski le samedi, où ce qui a fait littéralement très, très froid. Mais par contre, vous aviez une équipe en place qui était prête à intervenir en cas d'urgence. Oui. C'est-à-dire, effectivement, vous faites bien de le souligner, on a commencé notre activité le jeudi avec le triathlon nordique. La température était idéale, mais le vendredi, il faisait excessivement froid. Donc, on a raté de peu d'annuler le triathlon nordique des jeunes le jeudi.
Et le samedi, il faisait très froid aussi le matin, sauf qu'on avait averti pour tous les coureurs, c'est-à-dire tous les sportifs qui faisaient le marathon entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Oui. On les avait avertis, habillez-vous en conséquence, il va faire froid. La température est devenue plus clémente. Et aussi, vous faites bien de le souligner, dans des conditions extrêmes comme ça, c'est 43 km sur la voie ferrée, les points d'accès sont très limités. Donc, ça prend toute une équipe, toute une logistique et toute une équipe de sécurité, là. Alors, assez importante. Là. Il y avait des motoneiges sur tout le parcours. Il y avait des 4 postes de ravitaillement. Absolument. À chacun des endroits où il y avait des postes de ravitaillement, il y avait les autobus scolaires qui attendaient les gens. Donc, les coureurs qui voulaient se réchauffer un peu pouvaient rentrer dans l'autobus scolaire avant de repartir. Bref, cette organisation-là, c'est beaucoup de logistique. Oui, oui. Alors, il faut préparer aussi la piste parce que, je vous souligne, cette piste-là, pour faire le ski de fond, elle est ouverte une journée dans l'année. C'est l'entente que nous avons avec Réseau Charlevoix, qui est propriétaire du chemin de fer. Oui. Donc, il nous donne accès à une journée en autant qu'on prenne les assurances, qu'on garantisse toutes les mesures de sécurité et qu'on prépare une piste adéquatement. Donc, tout s'est très bien déroulé. Ce qui a aidé aussi, même si c'était très froid samedi matin, les gens avaient, les coureurs ou les skieurs avaient le vent dans le dos. Donc, ça les poussait un peu plus, ça, c'est le point positif parce que justement, j'étais sur place samedi pour prendre des images à l'hôtel Le Germain et j'ai eu la chance de parler avec Erika Potvin qui m'a justement parlé un peu des conditions climatiques, mais qui a aussi évidemment vanté les paysages de Charlevoix. Alors, on va regarder un petit court extrait vidéo de ce qu'elle avait à nous dire et on en revient tout de suite au retour. Bien, en fait, on est toujours prêt pour ce genre de température-là. Donc, le plan est toujours fait pour s'il fait très froid. Donc, que ce soit une journée chaude ou froide, on est prêt à accueillir puis à répondre aux besoins, là, certainement. Là, oui. Bien, depuis l'année passée, en fait, qu'on fait un événement à la Vallée des Glaces, je pense que c'est très apprécié. Comme on dit, c'est un paysage absolument magnifique. Donc, les participants sont bien contents d'aller faire un parcours de course cette année, puis de ski de fond également. Là, donc, je crois qu'ils vont apprécier le paysage certainement. Alors, comme on a pu entendre les commentaires d'Erika Potvin, évidemment qu'on a mis un petit peu l'emphase sur la Vallée des Glaces, qui, je pense, était un plus-value à ce week-end-là. Oui. Mais je pense que dans l'ensemble, parmi tous les offres qu'on avait, là, je pense qu'on peut être satisfait, autant pour les jeunes, autant pour ceux qui ont fait les parcours sur les voies ferrées. Oui. Je pense que globalement, là, on peut être fiers de ce qu'on a accompli, on ne se le cachera pas. Oui, oui. Si on regarde l'année dernière, la nouveauté, c'était la première édition de la Vallée des Glaces. Cette année, on a rajouté la course sur neige et c'était apprécié, la course en raquette. Oui. Et donc, c'est sûr, ça va revenir l'année prochaine pour avoir avec une participation supérieure. Et aussi, je dois souligner, cette année, on a 2 volets à la virée nordique. On a un volet dans lequel on invite les gens à se dépasser dans des disciplines en faisant des distances qui ne sont pas habitués de faire, du 44 km, du 30 km en ski de fond ou du 15 km. Alors, de se fixer des défis. Mais on a aussi le volet plus social dans lequel, on veut inciter les jeunes à aller jouer dehors, même l'hiver. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on a la randonnée familiale le dimanche avec parents, enfants. Et on a aussi le triathlon nordique scolaire le jeudi. Ce que je dois souligner cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a facilité l'implantation de 2 pistes de ski de fond disponibles tout l'hiver, derrière l'aréna de Clermont et à côté de l'école secondaire Le Plateau à la Malbaie. Donc, là, ça donne la chance aux jeunes. Il n'y avait pas de piste de ski de fond dans ces municipalités-là, accessible rapidement. Ça donne la chance aux jeunes d'aller faire du ski de fond. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'adultes qui allaient aussi là, pour se pratiquer. Exactement, exactement. On avait aussi, Gabriel Philippi qui avait une soirée-conférence chez Menot à Clermont. Et lui, il faut expliquer qu'il a écrit un livre, Instinct de survie, qui a été un best-seller et qui a atteint le top 5 des ventes au Canada. Alors, quand on l'avait choisi pour cette conférence-là, c'est pas un hasard, tout comme les personnalités qui étaient là. Je veux dire, il y avait une raison pour laquelle on a amené cet individu-là en place pour ce contexte. C'est pas un hasard, c'est simplement pour expliquer. C'est une personne qui a gravi l'Everest puis qui a vécu de nombreuses aventures à l'étranger. Alors, c'est un très bon conteur, c'est une personne qui est inspirante. Alors, mais ça démontre que tout le monde peut se fixer des défis et peut les atteindre. Donc, là, on a eu un taux de participation très élevé. Alors, tout le monde voulait venir voulait assister à la conférence de M. Philippi. On est très content de l'avoir
de l'avoir eu cette année. Et chaque année, on essaie de trouver, un conférencier là, qui puisse nous inspirer. Absolument, absolument. Est-ce que parfois, il y a des réinvitations? Est-ce qu'on tente de changer à chaque année? Comment ça fonctionne, d'avoir un peu de renouveau, finalement? Oui, on change à chaque année. C'est-à-dire qu'il y a deux têtes d'affiche qu'on change à chaque année. C'est le conférencier qui nous fait part de son expérience qui est extraordinaire pour le commun des mortels, mais ce sont des gens qui réussissent à le faire. Et on a aussi une famille, on reçoit chaque année, on nomme une famille ambassadeur, qui cette année, c'était Éloï Rodier avec M. Gauthier. Alors, une famille de Charlevoix qui sont venus avec les jeunes faire du sport. L'année dernière, c'était Yann Bergeron avec Rebecca Ouellet. Donc, on change, on cible des familles de Charlevoix, puis qui ont des jeunes enfants, puis qu'on les invite, ils constituent des modèles pour faire du sport, sortir dehors l'hiver et s'amuser, avoir du plaisir. Oui, bien pour les familles, honnêtement, je pense que ça, c'est des week-ends marquants qu'on appelle autant pour les adultes que pour les enfants. On ne se le cachera pas. Avant de conclure, je pense que vous avez une primeur à nous annoncer. On avait des dates, là, je pense, à nous divulguer. Bien, ça vous l'annonce en primeur. On a eu une réunion du conseil d'administration cette semaine, puis on a arrêté les dates de la prochaine édition de la Virée Nordique. Donc, ça va commencer le jeudi 18 février. Et ça va se terminer le dimanche 21 février. Donc, c'est les mêmes activités. Oui. Sauf que là, on va continuer, c'est-à-dire on va continuer sur la voie ferrée en autant, on va dire qu'on signe une entente à chaque année avec le chemin de fer Charlevoix pour utiliser la voie ferrée. Et donc, si on s'entend avec eux pour utiliser la voie ferrée l'année prochaine, on va avoir le 44 km de Baie-Saint-Paul à la Malbaie. On revient avec à Saint-Joseph-de-la-Rive à la Malbaie, un 30 km. Et on va rajouter probablement un 20 km entre Cap-aux-Oies et la Malbaie. C'est notre façon, de cette façon-là, on va être capable d'accueillir plus de monde. Tant qu'à faire les installations, parce que ça coûte très cher, la sécurité, puis tout préparer, damer ça. Là, si on est capable de rajouter des distances pour en donner offrir l'occasion à plus de personnes de participer, on va le faire. Donc, c'est les nouveautés qu'on a, que je peux vous annoncer pour l'année prochaine. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la virée nordique n'est pas terminée. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est bien. Excellent. Je vous remercie beaucoup, M. Jourdouin. Merci beaucoup de votre participation. On fait une courte pause. Au retour, on discute de Fat Bike avec mon invité Éric Simard. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour discuter de Fat Bike avec mon invité Éric Simard. Bonjour Éric. Bonjour Maxime. Écoute, un événement qui s'en vient, c'est le 21 mars, la 4e édition du Fat Rendez-vous. Ça va se passer au Massif de Charlevoix. C'est présenté par les Rendez-vous cyclistes de Charlevoix, comme on les connaît, en collaboration avec le cycle Da Vinci. Donc là, honnêtement, c'est là pour les amateurs de vélo et de fat bike, c'est un événement à ne pas rater. C'est une très belle façon de terminer la saison de fat bike parce qu'on sait, quand les rayons sont un peu plus chauds, on sait que la neige va fondre bientôt. Oui. Mais je pense qu'effectivement, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le Fat Rendez-vous, nous, chez Vélo Charlevoix, c'est un de nos événements qu'on aime vraiment. Il y a quelque chose avec cet événement-là qui est juste du gros fun brut. Puis je pense que le fait que ça soit récréatif puis ça s'adresse un peu à une clientèle très élargie de cyclistes sur neige, bien, ça fait en sorte que, c'est une belle journée. Ça risque d'être une très belle journée le 21 mars. Et cet événement-là, on parle un petit peu de deux forfaits. On a à la fois la totale et le Fat Luge. Donc là, comment est-ce qu'on peut décortiquer ça? En fait, effectivement, on a la totale qui comprend 4 étapes. Oui. Qui commence avec le Fat Sommet, qui est un aller-retour du côté Québec au sommet du massif. On s'en va tourner au refuge à la Bâtie, qui est dans le secteur du Sentier des Caps, qui est un partenaire aussi de l'événement, qui nous prête des portions de sentier. Ça, c'est un aller-retour. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on repasse au chalet du sommet toujours pour se déplacer du côté Baie-Saint-Paul sur le mont Liguori, où on retrouve le départ de la piste de luge, mais on n'emprunte pas cette première fois la piste de luge. On prend ça s'appelle le Fat Jaune, parce qu'on emprunte le bus jaune, qui est le nouveau sentier de vélo de montagne du massif, donc que le massif a inauguré cet automne. Oui. Mais là, on est en train de le travailler pour qu'il soit roulable le 21 mars en fat bike. Donc, les gens vont descendre dans un sentier plus de type single track, donc pas trop large.
puis ils vont à la largeur d'une motoneige, puis ils vont se rendre jusqu'à la base où ils vont avoir le dîner qui va leur être servi là. Ensuite, il y a des battures, ou je ne sais pas trop, là, on est plus du côté fleuve. Peut-être on l'appelle le fat fleuve. Dans le fond, on passe dans une érablière et on s'en va faire un bout sur les battures pour passer à la coop de l'affluent, où on va avoir, étant donné qu'on a passé dans l'érablière, on va avoir le goût de se sucrer le bec un peu. Les participants vont pouvoir le faire avant de remonter encore une fois et de terminer avec la 4e étape qui est le fat luge. Oui. Donc là, le fat luge, c'est la classique, c'est descendre la piste de luge en fat bike. C'est une opportunité incroyable là, pour les adeptes de ce sport-là, de pouvoir dévaler 7,5 km de piste, donc sur la plus longue dénivelée à l'est du Canada. Dans le fond, au massif, c'est tout un... Donc, les 4, c'est un tout, par exemple. Ouais, parce que si une personne, je ne sais pas, exemple, voudrait dire, moi, je prends uniquement le fat sommeil, le fat jaune, malheureusement, on ne peut pas comme décider de ça. Là. Il existe la totale. Tu as parlé de 2 forfaits. L'autre, c'est le fat luge seulement. Donc, ces gens-là peuvent se joindre on parle de milieu d'après-midi, peuvent se joindre au reste des participants pour se rendre faire la descente de luge. Donc, ça, c'est la possibilité là, pour quelqu'un qui ne voudrait pas faire la totale. Donc là-dessus, évidemment, on a de la montée, de la descente, des surprises, un paysage magnifique et important de dire que c'est non chronométré. Je pense pour permettre aux gens de pouvoir, comme on dit, profiter de ce qui vous entoure plutôt que de focusser uniquement dans sa bulle puis de manquer un peu d'attrait. Il y a 4 ans, quand on a commencé, on avait un volet compétitif. On pense là, qu'on a fait un test l'année d'après en l'enlevant de la programmation. Puis on trouve que l'événement a gagné justement en plaisir, en fun brut, dans le fond. Quand on se retrouve au massif, bien, c'est bien de pouvoir profiter de ces panoramas-là incroyables, puis de prendre le temps de découvrir cet environnement-là. Donc, on est plus là, en formule festival de vélo. En plus, là, si on est chanceux et que la météo de notre côté, bien, à ces dates-ci, des fois, il peut faire beau. Là. Absolument. Et dans ces forfaits-là, en fait, peu importe le forfait qu'on prend, on a là-dedans la remontée en télécabine, de la tire sur neige, visite d'une cabane à sucre, une bière ou un verre de vin, un dîner et des rabais de 20 % si on achète un billet de remontée pour les 21 et 22 mars. C'est ça. Donc là, honnêtement, quand on regarde les plus-values, on commence à être dedans. Là. C'est bien. Ouais, les billets, c'est ça. Encore une fois, c'est grâce au partenariat qu'on a avec le Massif. C'est sûr que pour l'entourage du participant, bien, ça peut être intéressant justement pendant que le père fait le fat rendez-vous, bien, on peut skier puis on peut se revoir en fin de journée. Donc, c'est sûr que ça, c'est assez gagnant là, pour un... Ouais. Et là, on parle au total d'à peu près 125 places. C'est-tu le chiffre? En fait, est-ce qu'on le fait, le chiffre? Pour la totale, on a 120 places. Okay. Le fait qu'on a le forfait Fat Luge nous permet d'ouvrir encore une soixantaine d'autres places. Donc, on parle d'à peu près, là, avec les encadreurs qui sont dans le fond des bénévoles qui travaillent avec nous pour l'événement, on parle à peu près de 200 cyclistes là, qui vont se promener là, dans le massif pendant une journée de temps le 21 mars. Ouais. Et aussi, bon, on sait que les rendez-vous cyclistes durant l'année offrent plusieurs courses, comme on les connaît. Mais par contre, là, maintenant, on dit que le FAT est devenu un incontournable à faire pour les athlètes. Puis je pense que de pratiquer ça dans la neige, dans l'hiver, là, durant l'hiver, je pense que ça, honnêtement, pour certains, c'est un plus. On ne se le cachera pas. Bien, c'est certain que ça vient comme un peu régler le problème pour le cycliste de la saison morte. Là. Donc, c'est le fait de pouvoir enfourcher son vélo à l'année avec un vélo spécial pour rouler sur la neige. C'est sûr que ça, ça répond à un besoin là, de nos cyclistes québécois parce qu'il faut composer avec l'hiver. Hein, c'est ça. Absolument. Ouais. Pour ceux qui se posent la question, le fat bike, comme on le voit sur les images derrière nous, de différence avec un vélo de style ordinaire, il y a des différences. Entre autres, bon, on voit que les roues, c'est des roues, d'où le mot fat, avec les roues. Vélo à roues surdimensionnées. Il y en a qui utilisent l'appellation vélo dodu. Mais c'est sûr que, dans le fond, ce qu'on retrouve là, dans les revues spécialisées et tout ça, même si c'est des revues francophones, c'est le terme fat bike. Il n'y a pas vraiment de mot français pour... Exactement. Donc, c'est vrai que la plus grosse différence, en fait, c'est celle qui saute aux yeux. C'est les gros pneus. Donc, qui nous permettent, dans le fond, de pas flotter sur la neige, mais en fait, de pouvoir garder de la traction, puis de ne pas s'enfoncer quand le sentier a une certaine fermeté. On est capable de rouler.
On peut jouer avec la pression des pneus, c'est très important. C'est des pneus qui peuvent se retrouver des fois jusqu'à peut-être aussi bas que 3 livres, 4 livres d'air dans les pneus. Comme ça, le pneu il va tellement épouser le sol qu'il va faire un peu l'effet d'une raquette, supposons sous le vélo. Oui. Fait que ça nous évite d'enfoncer. Sinon, ben, il y a les mêmes composantes que sur un vélo de montagne. On peut en retrouver avec des suspensions, sans suspension, des freins à disque ou des freins, dans le fond, ça, c'est comme un vélo de montagne. Là. OK, parfait. Fait que c'est la grosse différence, c'est les roues. Les roues, là, normalement, on parle de, bon, je pense qu'ici on le voit, là, 4,8, là, c'est des 5 pouces, là, dans le fond. Là. Fait que c'est quand même assez large, là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres particularités? Parce qu'on le sait que les roues, mais donc, comparativement à vélo de montagne, je veux dire, les freins, les dérailleurs, là, c'est quand même les mêmes composites, là, outre les roues majeures. Là. Mais sinon, là, c'est comme... c'est pratiquement un vélo standard, si je peux dire comme ça. C'est ça. C'est certain qu'il y a des... au niveau de la géométrie, donc là, les concepteurs de fat bike, ils doivent jouer avec un pneu qui est plus large, donc qui doit passer dans le cadre. Donc, c'est certain qu'il y a au niveau du pédalier aussi, on sait qu'on n'est pas sur un vélo de montagne lorsqu'on est sur un fat bike, là, on le voit, mais comme je disais tantôt, c'est vraiment, là, pour le reste, c'est comme un vélo de montagne. Exactement. Ouais. Une personne standard, disons comme moi, qui fait du vélo de montagne, qui a aussi fait du vélo style plus campagne et qui embarque là-dessus pour la première fois de sa vie, est-ce que ça va être, est-ce que je vais pouvoir le faire adéquatement ou si ça va me demander un temps d'adaptation? En fait, le fat bike, c'est quand même un sport qui est très, très accessible. Dans le fond, c'est facile, sauf qu'on dépend beaucoup des conditions. Okay. Donc, supposons que ta première expérience en fat bike se fait sur un sol qui est plutôt mou. Bien, tu vas avoir peut-être, dans le fond, des problèmes à gérer, justement, là, les espèces de... quand ton guidon, quand ta roue avant enfonce, bien là, rouler dans la piste de l'autre. Donc, des fois, ça peut être difficile. Okay. Mais quand on a des conditions gagnantes, oui. C'est sûr que c'est comme faire du vélo sur l'asphalte. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de roches. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment accessible pour... OK. Donc, une personne qui sait faire du vélo régulièrement, il n'y a pas un danger extrême d'embarquer là-dessus, là? Non, c'est ça. Okay. C'est pas... on peut en faire, dans le fond, c'est sûr que si on décide d'aller vite, on peut peut-être en faire un sport extrême, mais c'est assez surprenant aussi de voir l'adhérence que ces pneus-là ont sur la neige. Oui. Donc, à moins d'en faire sur la glace, là, on est capable de freiner, par exemple, dans la piste de luge. À tout moment, on est capable d'immobiliser le vélo. On n'est jamais... dans le fond, il n'y a pas de pentes qui sont suffisamment abruptes pour que ça glisse jusqu'en bas. C'est pas comme ça. Ça réagit quand même très, très bien sur la neige, ces vélos-là. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Il y a moyen de s'amuser, finalement. Oh, oui, ça, c'est sûr. Exactement. Éric, merci beaucoup. On rappelle, le rendez-vous, c'est le 21 mars au Massif de Charlevoix pour les amateurs de fat bike. Et il va y avoir aussi les autres courses là, durant l'été ou prochainement, comme on les connaît. Là. Classique printanière avec la Coupe Canada, le Grand Prix sur route aussi qui reviennent cette année. Donc ça, c'est les événements là, qui lancent la saison plus estivale. Ouais. Excellent. Éric Simard, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à toi et au plaisir de se côtoyer dans un autre segment d'émission. On fait une courte pause. Au retour, on discute Ligue majeure avec Pascal Harvey et Mathieu Tremblay, notamment du Canadien de Montréal, des Alouettes au football et aussi on revient sur les transactions au niveau du hockey. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour discuter Ligue majeure avec Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. Oui, on fait un retour sur le Canadien de Montréal, le Canadien qui, je l'ai dit toute l'année, c'est un petit peu la montagne russe. On gagne, on perd, on échappe des avances, on en gagne de très, très peu. Donc, juste avant de parler du sujet davantage, on va faire le classique. On va aller voir un peu ce qui s'est passé dans la toute dernière semaine et on revient tout de suite au retour.
Alors, messieurs, on l'a vu la semaine dernière que le Canadien a échappé 2 rencontres face à Vancouver et face aux Rangers. Contre les Hurricanes, ça a presque été ça aussi. On s'est fait remonter 3-3. Bon, évidemment, Petrie qui a joué les héros en prolongation. Là, la grosse nouvelle, par contre, c'est qu'on a annoncé récemment que Claude Julien allait être de retour l'année prochaine, même que Trevor Timmins. Bon, décision qui ont fait jaser. Honnêtement, je pense que 95% des gens sont en désaccord avec cette décision-là. Là, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que Bergevin a voulu peut-être calmer la tempête? Est-ce qu'il y a anguille sous roche dans ces propos-là? Bien, il n'a pas le choix de dire ça. Mais il ne peut pas dire, je ne sais pas si mon coach va être de retour l'année prochaine. Il va perdre de la crédibilité au sein des joueurs. Puis en plus, avec toutes les rumeurs qui circulent, bien, il y en a une partie aussi. Là. Effectivement. Puis je pense que de confirmer le retour de son entraîneur, bien, c'est comme de se confirmer son propre emploi à lui aussi. Parce que ça vient en paquet de 2. Hein. Puis c'est rare que l'entraîneur va se faire congédier, le DG va se faire congédier par la suite, parce que souvent, c'est le DG qu'il faut qu'il embauche son entraîneur. Donc, il y a une certaine logique là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'il va rester encore 2 années de contrat à Claude Julien à 5 millions par année. Aussi. Ça, c'est pas à négliger non plus, parce que c'est beau mettre un entraîneur à la porte, mais quand il faut que tu honores son contrat, bien, ça te laisse un petit peu moins de possibilités pour en payer un nouveau. Mais est-ce que ça pressait tant que ça? Parce que Julien, on sait, il reste 2 ans de contrat à 5 millions. Donc, est-ce que ça pressait tant que ça à Bergevin d'aller dire vraiment publiquement, l'année prochaine, il revient? Parce que logiquement, s'il reste 2 ans de contrat et il revient, quoi qu'il arrive, Bien, c'est pour calmer le jeu, tu l'as dit. C'est ça. Actuellement, Bergevin est en Floride avec les autres directeurs généraux, puis c'est sûr qu'il allait se faire poser la question. S'il avait été à Montréal, il aurait pu plus se cacher un petit peu, mais là, il ne peut pas se cacher. Je veux dire, ils sont isolés là-bas. Puis la question lui a été posée, lui a répondu, puis il a acheté du temps, il a gagné du temps, il a pelleté par en avant. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va en arriver cet été. Mais on savait, il avait dit qu'il allait avoir une plus grande transparence aussi. Puis c'est dans cet objectif-là qu'ils ont fait la rencontre à Boca Raton là, avec les médias. Il n'y a pas de. Mais de toute façon, comme Bergevin ne peut pas. Il faut qu'il confirme son entraîneur parce qu'il y a une crédibilité à avoir aussi. Absolument. Les joueurs, on les voit, ils ne se font pas déclasser pour l'instant. Mais si le DG, ça va dire mon entraîneur, je ne suis pas trop sûr, là, ça va jouer selfish. Puis là, ça va jouer individuel. Puis là, ça va jouer pour les points. Ça ne jouera plus pour l'équipe. Donc, il y a cet aspect-là aussi, je pense, qui est important. Mais il y a peut-être des joueurs qui devraient avoir peur, par contre, parce qu'il y a des joueurs que Julien n'apprécie pas dans l'alignement. Si Julien est confirmé dans ses fonctions et là, au camp d'entraînement, ou même cet été, peut-être que lui va dire à Bergevin, mais regarde, lui, je le veux pas, lui, je le veux pas, lui, je le veux pas pour débuter l'année. Puis je pense que Domi est là-dedans. Là. Absolument. On l'a vu chez la statistique tantôt qu'on regardait ensemble. Lorsque Philippe Danault fait un point, les Canadiens une fiche, je ne me souviens pas des chiffres par cœur, c'est Mathias Brunet qui l'a sorti sur son blog, le Canadien une fiche positive. Lorsque Max Domi fait un point, le Canadien a plus de défaites que de victoires. Ça fait mal comme statistique. Alors que Nick Suzuki, c'est le contraire. Nick Suzuki, quand il fait un point, les Canadiens gagnent. Donc, mais on s'entend qu'à un moment donné, l'équipe va avoir un petit peu un meilleur coup de pas à faire, je pense, parce que là, Molson, on n'a pas encore entendu de propos de sa part. Tu sais, je dis là, présentement, on a affirmé que le Canadien est 6e avec à peine 80 points. On manque les séries pour une 3e année, 4 fois en 5 ans. Et là, on dit publiquement qu'on est content de ce qui se passe là et puis on est fiers de notre noyau. Mais là, à un moment donné, je veux dire, il va falloir qu'on fasse un peu un discours de dire, peut-être qu'il n'y a pas d'excuses, là, mais il va falloir à un moment donné qu'il y ait une personne qui dise les vraies choses. Il faut qu'on arrive là, ça n'a pas le choix. Mais on parle noyau pour noyau. Là. Si on comparait le noyau de chacune des équipes de la Ligue actuellement, le noyau du Canadien, il doit être pas loin de la cave. Là. Il n'y a pas de défensif. Ben, exact. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de gros deuxième défenseur pour jouer avec Weber. Charlotte, il fait le travail, mais c'est pas le joueur qui complète parfaitement bien chez Weber. Il n'y a pas de deuxième gardien non plus. Ça, c'est un autre point aussi à aller chercher. Là. C'est important, le deuxième gardien. S'il va chercher 10-15 victoires, là, on est dans les séries actuellement. Là. Mais... D'autant plus que dans la plupart des équipes de la Ligue, maintenant, c'est des systèmes d'alternance qui sont avoués et clairs. Oui, absolument. Tandis que là, à Montréal, on dirait que c'est la seule équipe qui n'a pas compris. C'est rare. Les gardiens de but qui ont gagné la Coupe Stanley dans les dernières années, il y en a très peu qui ont joué plus que 60-65 matchs aussi. Là. Exact. Ben, il y a Bennington qui est arrivé de nulle part l'année passée. Oui. Lui, c'est un cas particulier. L'équipe en général est un cas particulier. Ouais, voilà. Là. Bergevin voulait essayer de faire, puis ça n'a pas fonctionné. Côté transaction, on va en parler tantôt parce qu'on a un bloc là-dessus, mais transaction, un peu pour dévier là-dessus. Tu sais, Bergevin a dit qu'il ne voulait pas défaire son noyau et il ne voulait pas non plus défaire ses jeunes. Mais tu sais, je regarde le noyau à Montréal, c'est qui? Est-ce que c'est Danault, Tatar, Gallagher? Et ton noyau, là, je m'excuse, mais ça fait 3 ans qu'il ne marche pas.
Fait que, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'essayer de faire des choses, de pas. Parce que, tu sais, ça marche pas plus. Bien, généralement, un noyau, tu regardes, tu as un gardien de but, tu as un défenseur, puis tu as 2 attaquants. Si on regarde le noyau à Pittsburgh, c'est pas compliqué. Je veux dire, Crosby, Malkin. voilà. Et le temps défensif. Puis là, on se questionne parce que Jarry a pris du galon au niveau entre les poteaux. Mais à Montréal, oui, Price, oui, Weber. Puis à l'attaque, Gallagher. Oui. Puis l'autre attaquant. Puis même si tu as un noyau Gallagher, on va prendre Gallagher, on va prendre Dano, comme on va dire, les 2 pièces angulaires de l'attaque. Mais il faut que tu les aides. C'est ce qui fait Rutherford à Pittsburgh. C'est ce qui fait le succès de Pittsburgh. Chaque année, ils vont chercher du renfort pour accompagner son noyau. Puis en même temps, il n'y a pas non plus un gros avenir. Ils n'ont pas une banque impressionnante d'espoir non plus. Non, parce qu'il finit toujours haut au Parce classement. que eux, le présent, il est maintenant. Le Exact. futur, il est maintenant. C'est-à-dire que le Canadien, le futur est toujours à venir. C'est parce que le jour où Crosby, Malkin, le temps vont être sur la pente descendante, on pourra peut-être parler d'avenir, mais l'avenir ne sera pas nécessairement rose. Mais par contre, Pittsburgh a été en bas longtemps, a été en bas de classement très longtemps. Oui. Ils ont repêché Crosby, hop, Malkin est là, puis là, tout d'un coup, ils ont monté. Puis il y a eu Fleury aussi qui était dans le filet, qui était là longtemps. Je pense qu'il s'en ennuie un peu d'ailleurs. Exact. Donc, tu sais, oui, il faut entretenir son noyau. On prend Washington, même chose, Washington. On a Kuznetsov, on a Carson, puis on a Malkin. Bien, chaque année, ils vont chercher des gars pour... là, on a vu Kovalchuk, il y a eu Brett Connolly il y a 2 ans. Donc, chaque année, ils entretiennent ce noyau-là. Ils sont allés chercher TJ Oshie aussi il y a quelques années. Absolument, absolument. On parle souvent de la défensive à Montréal. Là, on a apporté Scandella pour la stabiliser. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été changé. Puis là, même, on retournait un peu dans le passé. On s'est dit, exemple qu'aujourd'hui, Montréal a encore McDonough. On signe Markov pour 2 ans de plus et on garde Zergachev. La défensive, là, n'est pas ce qu'elle est présentement. Là. On parle carrément d'un autre cercle. Mais quand la transaction Sergachev pour Drouin a été faite, souvenez-vous qu'on a été sorti par les Rangers. On a marqué 11 buts en 6 parties. Manquait d'attaque, c'est ça. Manquait d'attaque. Le Bergevin a cédé sous la pression. C'est sûr qu'on aurait pu avoir une défensive plus solide que ça, mais... On blâme beaucoup Bergevin aussi dans le dossier Markov. On blâme beaucoup, mais en même temps, Bergevin, il négocie avec le joueur directement. Markov, c'est un spécial. Là. C'est un particulier. Là. Donc, la part de responsabilité de chacun, je ne le sais pas. D'après moi, Bergevin voulait le revoir. Il voulait le revoir 1 an. Markov voulait 2 ans. Puis malheureusement, ils ne sont pas entendus. C'est ça. Et, puis tu parles de Scandella. Oui. Apparemment que Bergevin lui avait fait une offre, puis que Scandella a refusé. Il veut tester le marché. Tester le marché. Mais là, côté entraîneur-chef, là, parce que là, on dit qu'à Montréal, absolument, à cause du marché, ça nous prend un entraîneur francophone. Mais actuellement, on se dit, pourquoi est-ce que, je ne sais pas si l'entraîneur gagnant ne serait pas un entraîneur anglophone? Est-ce que ça, c'est encore un stéréotype de dire qu'en 2020, il faut absolument qu'on parle français? Est-ce que c'est une question de médias? Est-ce que c'est une question que les journalistes à Montréal ne veulent juste pas se donner la peine d'entrer dans la langue anglaise? Tu sais, je me dis, est-ce que c'est vraiment un besoin d'avoir un coach français? Bien, ça fait partie de l'ADN du club. C'est comme ça depuis plusieurs années. Puis, il faut se rappeler qu'il y a eu une erreur de parcours qui s'appelle Randy Coneyworth, qui n'a pas aidé non plus. Puis c'est pas parce que Coneyworth est un mauvais entraîneur. Il n'y avait tout simplement pas d'équipe devant lui, puis il y avait le défaut de parler anglais. Maintenant, beaucoup de personnes ont parlé de Gérard Galland. Gérard Galland, c'est un gars des Maritimes, ne parle pas français couramment, comprend le français par contre. Mais entre le comprendre puis le parler, c'est deux. Puis il a coaché dans la LHJMQ. Oui. Moi, c'est ça qui est important, c'est que le Canadien, c'est que ce soit la LHJMQ, soit la pouponnière d'entraîneur pour le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il parle français-anglais? C'est un bon entraîneur, oui. Y a-t-il des alternatives, oui? Est-ce que le Galland peut faire le point de presse en anglais? Dominique Ducharme le fait en français? Pourquoi pas? Ils le font, exemple, à Calgary. Calgary, les entrevues en anglais, parce qu'il y a des postes francophones aussi là, à Calgary. Donc, les entrevues en anglais se font par Jeff Ward, puis en français, c'est Martin Gélina. Donc, il y a une solution à tout. Il y a vraiment toujours une solution. Il y a toujours une solution à tout. Original. Puis ça aussi, à un moment donné, on parle des communications du Canadien. Est-ce que l'entraîneur pourrait rencontrer moins souvent les médias? Absolument. Hey, c'est lourd, là, tous les jours, des fois absolument. 2 fois par jour. Après un entraînement, après un match, hey, ça devient lourd, là. C'est le défaut actuellement que Montréal a un sport professionnel, un vrai sport professionnel. La Ligue canadienne, l'impact, oui, on peut dire que c'est un sport professionnel, mais les journalistes, ils n'ont que ça à se mettre sous la dent. Absolument. Vivement le retour des expos. Vivement le retour des expos. Puis en plus, mais au moins, là, il y a de la compétition, parce qu'avant, l'impact, ça n'allait pas bien. Les Alouettes, ça n'allait pas bien. Mais là, ça va bien. Exactement. Donc là, ça va amener un peu de compétition canadienne, mais ça reste 2 sports estivaux. Puis les Canadiens, ça reste hivernal. Ils sont seuls en hiver.
Alors, est-ce qu'on est d'accord que durant l'été prochain, je pense que là, à un moment donné, le Canadien doit vraiment faire, je ne vais pas dire des grands chelems, mais doit bouger pour tenter d'améliorer l'équipe parce que, tu sais, on a 3 volets. Je veux dire, il y a le repêchage, mais tu sais, d'un côté, un exemple, Marc Bergevin, lui, est responsable d'amener des joueurs pour améliorer l'équipe. Mais là, on critique les 3, Timmins, Bergevin et Julien, mais si Julien met Jordan Will sur l'avantage numérique, c'est pas de la faute de Timmins. Tu sais, si un joueur se développe mal, c'est pas de la faute à Bergevin. Tu sais, je veux dire, il y a un côté que chacun a sa tâche. Mais là, je dis, là, cet été, là, c'est d'arrêter de dire que c'est donc dur de faire des transactions. C'est dur de signer des joueurs. À un moment donné, il faut quand même tenter si tu veux recevoir, il faut que tu payes et tu n'as pas le choix. Je pense que l'appel ou le call va venir du président de Jeff Molson. C'est lui qui doit dire à Marc Bergevin, là, ton plan, je l'ai assez acheté, là, maintenant, je dois faire des séries. Parce que Jeff Molson, lui, il a l'impératif hockey, mais il y a l'impératif aussi que lui, il rend des comptes à son conseil d'administration. Il y a des actionnaires. Les actionnaires, ils voient le Centre Bell là, qui se vide de plus en plus. Il y a cet aspect-là aussi, à un moment donné, qu'il va falloir... Bien, moi, je pense qu'il y a 2 aspects. Tu viens de nommer Molson. Moi, je pense que ça prend quelqu'un entre Molson et Bergevin, comme à Toronto, comme dans d'autres organisations, pour justement répondre à ces questions-là. C'est pas à Molson à répondre à des questions de hockey. Molson, lui, il est là pour mettre de l'argent dans le club. Tandis que si un Shanahan est là... québécois, idéalement. On parle encore du fait français. On parle beaucoup de Stéphane Quintal, entre autres. On parle beaucoup de Stéphane Quintal, on parle de Vincent Danfos, et ainsi de suite. On parle même de Martin Brodeur, peut-être comme prochain DG. Oui, aussi. C'est une rumeur qui circule. Il y a cet aspect-là. Puis moi, il y a un autre aspect, Maxime. Tu sais, tu nous parles de l'été qui s'en vient. Moi, je pense que les partisans, là, il va falloir qu'ils fassent leur effort aussi. Oui. Les partisans, un partisan sensé qui regarde actuellement des matchs de la Ligue nationale, qui regarde le Canadien et qui va regarder un match dans l'Ouest à 10 h le soir ou à 9 h 30 le soir, il est capable de voir la différence dans la qualité du jeu. Oui, puis la qualité des joueurs aussi. La qualité des joueurs. Donc, les partisans se devront d'être patients. D'être patients, oui, c'est ça. Parce que c'est pas l'année prochaine qu'ils vont faire les séries. C'est possiblement pas dans l'autre non plus. Fait qu'il va falloir que les partisans baissent leur niveau puis baissent leurs attentes aussi. Faut qu'on baisse, oui, puis c'est au Canadien à bien communiquer. C'est le Canadien à bien vendre sa salade, puis à bien expliquer les changements qu'ils vont faire, dans quelle situation ils sont, comme les Rangers ont pu le faire, par exemple. Parce qu'on est à des années-lumière de Tampa Bay et Boston. Par contre, il faut dire qu'on a manqué le premier plan de 5 ans. Là, on a rajouté pratiquement un 3 ans, ce qui fait pratiquement 8. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va attendre un autre 3 ans, on va être rendu pratiquement à 11 ans d'attente. Est-ce que c'est pas un peu trop long en termes de dire d'un DG? À un moment donné, on parle beaucoup du futur, je suis d'accord, mais le futur, est-ce qu'il va venir à terme un de ces jours? C'est ça qui est la question. Personnellement, je m'attends à un gros été de Bergevin. Personnellement, je pense qu'il va y avoir un gros été parce qu'il a lancé quelques... Si on lit un petit peu entre les lignes là, de ces entrevues qu'il a faites à Boca Raton, on a l'impression qu'il sait qu'il les voit les problèmes. Il n'est pas fou. Il voit qu'il y a besoin de pas défenseur. Puis je pense qu'il risque d'être actif là, cet été. Je pense qu'il sait. Transaction, joueur autonome? Il n'y a pas de transaction parce qu'il n'y a pas un grand bassin de joueurs autonomes. C'est pas la meilleure cuvée, on va dire, cette année, je pense. Il y a aussi ça qui était... Ben là, on parle beaucoup de Lafrenière, mais bon, là, est-ce qu'on va tenter d'échanger un de nos 14 choix pour s'avancer? Est-ce qu'on va être chanceux du côté de la loterie? À un moment donné, oui, il y a des... Mais au repêchage, il y a Lafrenière, il y a Byfield, puis il y a les autres. C'est aussi simple que ça. Mais là, il faut bien pêcher parce qu'on l'avait dit, lorsque Louis Leblanc a été repêché au Centre Bell, c'était l'année du 100e du Canadien, c'était à Montréal. Et ce qui a été dévoilé dans les médias récemment, c'est que à ce moment-là, le choix de Bergevin, de Timmins, n'était pas Louis Leblanc, c'était Chris Kreider. Et on a été vers une autre option parce que c'était Montréal, parce que c'est le 100e, parce que c'est du français. Là, j'ai l'impression que ça nous étouffe. Mais de toute façon, le premier choix, un choix de première ronde, c'est pas le dépisteur en chef qui le choisit. Là. Il va proposer, puis c'est le DG qui le choisit. Souvent, le choix de première ronde s'impose de par lui-même aussi. Ça va selon le besoin, selon le meilleur joueur. Donc, il y a des choix qui s'imposent par eux-mêmes. Puis, tu sais, c'est pas dit que c'est Timmins qui a poussé Kotkaniemi non plus là, dans la gorge de Bergevin. Aussi. C'est peut-être pas non plus qui était la première option. Que Bergevin lui a dit, on repêche le meilleur 100 jours de centre disponible. Là, ils n'ont pas le meilleur joueur Exactement. Exactement. Alors, avant de conclure le segment rapidement, je vais vous demander la question, comme on a pu voir dans le 5 à 7, ce qui vous a le plus déçu dans l'année du Canadien. Est-ce que c'est les 2 séries de 8 défaites, les défaites à Montréal, les avances échappées ou encore les 4 défaites contre Détroit? Bien, moi, personnellement, c'est le manque de progression de l'équipe. Ouais. Comparé à l'année passée, l'équipe devait avancer. Toutes les réponses sont bonnes pareil, mais c'est un peu la saison. Les réponses de politiciens, là, c'est ça. Il n'y a pas de bonne... Mais par contre, là où c'était problématique, c'est la fiche à domicile.
Ouais. La fiche à domicile actuellement, au moment où on enregistre, c'est Canadien, il y a 14 victoires, 16 défaites, 6 défaites en prolongation. Ils sont 25e dans la Ligue. Tu ne peux pas avoir une fiche négative à la maison. Tu devrais avoir au moins 20 victoires, maximum 10 défaites à la maison. Ben, moi, c'est le manque de transparence envers les médias, envers les partisans, la gestion des jeunes, un peu tout ça qui fait que l'équipe, comme tu le dis, fait du surplace. 2 séries de 8 défaites, là, je m'excuse, mais je connais des coachs, entre autres, on a vu Galland à Las Vegas, des entraîneurs qui auraient été congédiés pour bien moins que ça. Là, on se demande justement comment ça se fait qu'on accepte ça encore. Ça, bon, Bergevin a la réponse, mais comme tu as dit, je pense que cet été, honnêtement, on doit s'attendre à... On se donne toujours des attentes puis qu'on est déçus, là. Mais à un moment donné, là, on rit beaucoup avec les grands chelems, mais ça va en prendre un, on n'a pas le choix. Mais ce qui a sauvé Julien durant les 2 séquences de 8 défaites, c'est que l'équipe perdait par 1 but, par 2 buts. Ouais, ils n'ont jamais été L'équipe ne se fait pas... déclassés. Non, même encore là, ne se fait pas déclasser, mais on la sent fragile. On a vu mardi dernier la victoire contre la Landers. C'était 4-1 en 12e... Il restait 2 minutes à la 3e période. On les voyait, les joueurs, ils étaient stressés. Ils sont fait marquer un but. On le sentait, là, Ouais, le stress. Là. Ouais. Mais il y avait 4 buts d'avance. Et voilà. Ça va être à surveiller. Merci beaucoup, messieurs. Nous, on fait le compte pause. Au retour, on discute des Alouettes de Montréal parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup de changements, tant au niveau de l'équipe féminine qu'au niveau des joueurs masculins. On en parle au retour. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour discuter Ligue majeure avec Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. On discute maintenant des Alouettes de Montréal parce qu'il y a eu un dossier qui a fait beaucoup jaser, pas nécessairement dans l'équipe de joueurs comme telle, mais les cheerleaders ou encore les meneuses de claques qui avaient été remerciées faute de budget. Mais là, finalement, on est revenu sur la décision. Donc là, encore une fois, on se demandait, est-ce que Anguille sous roche, est-ce que c'est vraiment côté budget, est-ce qu'il y a autre chose? Mais bref, la bonne nouvelle, c'est que sont revenus, mais ça a quand même débrayé les manchettes pour à peu près une semaine. Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est une belle sensibilité des Alouettes. Il y a une décision administrative, comptable, qui a été prise d'enlever les cheerleaders. Par contre, ils ont senti la sensibilité, ils ont senti que ça ne plaisait pas aux gens. Ils sont revenus sur leur décision. Donc, moi, personnellement, je félicite les Alouettes d'avoir pris la décision de ramener les cheerleaders. Je pense que c'était sage de leur part. Moi, je crois à la question budgétaire parce que les équipes de la Ligue canadienne, c'est vraiment pas des gros budgets. Absolument. C'est pas des riches, là. C'est pas comme la NFL. C'est pas des Ça, c'est équipes sûr. riches. Ouais. C'est pas une ligue riche en général. Puis les propriétaires aussi, ils n'achètent pas non plus. Ils n'achètent pas building. Là. Ils achètent une Il est en équipe, location. là, c'est ça. Donc, il n'y a pas de rendu physiquement. Donc, c'est de l'opération qui bouge beaucoup. Puis aussi, veux pas, le football, c'est de l'expérience. Quand tu vas sur place, c'est de l'expérience. C'est pas juste un match, c'est de l'expérience sportive. Oui, absolument. Les Alouettes font partie du spectacle, font partie de l'expérience à mes yeux. Exact. Avec ce qu'on voit actuellement là, en vue de l'année prochaine, est-ce que l'équipe qui se compose, on est en train un petit peu de rejoindre les bons temps des Alouettes quand on a remporté 3 Coupes Grey avec Trestman? Est-ce qu'on commence à se rapprocher de ça? À mes yeux, il va manquer encore du poids sur la ligne défensive. C'est là que ça va jouer parce qu'on l'a vu, il a libéré aussi des bons demi-défensifs. Ça se peut que ce soit des demi de coin, excuse-moi. Il a libéré des demi de coin. Ouais. Puis il n'y a pas nécessairement des très gros joueurs de ligne défensive. Donc la défensive, il va falloir que l'offensive. On s'est soit départi proactif. de Tommy Campbell, on s'est départi de Bolo Combo. Ouais. C'est sûr que là, le retour de Loeffler, est-ce qu'il va être en forme parce qu'il n'a presque pas joué l'année Non, passée? c'est ça, là. Ça, c'est un point d'interrogation, mais l'entraîneur de la défensive va peut-être avoir plus d'expérience. Il y a déjà une saison dans la cravate, il connaît mieux ses joueurs aussi. Fait que lui, peut-être qu'il va devenir plus efficace là, dans Parce qu'on l'a vu au début dans de la ses jeux, dans l'appel de ses jeux. C'est ses premiers matchs l'année passée, il l'a dit. Ça va vite dans la NFL, dans la CFL ça comparé va avec la très vite, NFL. exact. Puis on a vu les 3-4 pour les matchs suivants. Attaque sans caucus, attaque sans caucus, attaque sans caucus. Donc les gens ont vu sa faiblesse, puis ils l'ont profité. Puis il y a eu une situation aussi, perdu un gros attaquant, un gros receveur de passe en Quan Bray, qui s'est fait prendre aux États-Unis avec de la Aussi. drogue dans son coffre, Yeah. puis qui a été remplacé par Neyman Roosevelt. Ouais. C'était une bonne signature parce qu'on a perdu Devier Posey, qui était l'autre gros receveur. Qui est rendu à Hamilton. Exactement. Ouais. Donc, avoir su, il aurait gardé, mais On peut dire qu'il n'y a pas un sport qui est rose. Hein, finalement, quand on Effectivement. regarde ces choses-là, Il y a toujours des choses à pas un penser. sport qui est rose. Il y a toujours quelque chose. Pour répondre à ta question, par contre, c'est sûr qu'Hamilton est encore dominant, va être encore dominant au cours de la prochaine saison, puis ils ont l'avantage d'être dans une division qui est plus faible. Oui. Fait que selon moi, ils vont faire les séries, là, mais ils ont besoin de s'améliorer encore. ils vont finir devant Ottawa. C'est clair. C'est pas mal ça. Puis il n'y aura plus de croisement maintenant. Halifax, c'est l'année prochaine, c'est pas cette année. C'est l'année prochaine. Ben, du Non, moins, c'est ça. prédiction lancée, on va surveiller ce qui va arriver de ce côté-là. On a encore du temps. On fait une courte pause. Au retour, on discute de transactions au niveau du hockey parce que oui, le Canadien a bougé. Mineur, mais a bougé. Restez là.
Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour discuter Ligue majeure avec Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. On discute maintenant de transactions au hockey parce qu'il y en a eu. Du côté de Montréal, des mineurs, mais on en a eu pareil. Tout d'abord, on va parler de Nate Thompson qui est parti avec Philadelphie contre un choix de 5e ronde. On sait que Julien l'aimait extrêmement beaucoup. Bon sur les mises en jeu, mais quand même, on est allé chercher ce qu'on a eu. Je pense que c'est malheureusement ce qu'il valait. On ne se le cachera pas. Ben, c'est quand même pas un joueur dominant. Non, mais c'est un bel échange de Philadelphie. Oui. Absolument. Je pense que c'était un bon. Puis c'est pas dit qu'il ne reviendra pas non plus l'été prochain comme 4e centre. Ah, absolument, absolument. Aussi, Nick Cousin, qui lui est parti à Vegas, va s'en aller dans une équipe beaucoup plus potable que Montréal. Un petit peu plus surprenant, Encore là, comme un choix. Vraiment. Celle-là, par contre, est à discuter. Je veux dire. Ben, ils ont quand même eu beaucoup pour lui, selon moi. Là. Ben, c'est quand même un joueur qui avait une réputation, qui avait une certaine valeur. Tu sais, s'il jouait beaucoup sur l'avantage numérique, c'est pas parce que Julien prend tout le temps des mauvaises décisions, mais à quelque part, il y avait un certain potentiel. Il aurait pu marquer 20 buts. Ben, Julien le voyait pratiquer à tous les jours. Il le voyait dans des séquences de jeu à tous les jours, ce que nous, on ne fait pas. Là. Ce qu'on voit à la Absolument, télévision. absolument. C'est ça Fait aussi. qu'il y avait sûrement son utilité, mais ils sont allés quand même chercher de quoi d'intéressant. Là. Et il y a aussi, Mathieu Péka qui, lui, est parti avec les Sénateurs. Mais là, par contre, quand c'est un échange à la balle, on dit peut-être que les joueurs n'avaient pas une bonne cohésion avec Joël Bouchard, ce qui pouvait expliquer parfois que... Ou c'est Joël Bouchard qui n'a pas une Ou belle c'est cohésion avec les peut-être joueurs. l'inverse aussi qui était par rapport à ça. Là, on est allé chercher des choix, ce qui augmente notre manque de choix. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ces choix-là. Est-ce qu'on va s'améliorer? Est-ce qu'on va aller prendre des joueurs qui vont être à Montréal seulement dans 6 ans? Il peut s'échanger aussi. Tout peut arriver, il peut bouger avec ça aussi. Là. Puis c'est pas tous des choix pour 2020, il y a des choix de 2021 aussi là-dedans. Là. Ouais. Mais je pense qu'il y a comme 13 ou 12 ou 13 choix là, pour le prochain repêchage à Montréal, ce qui est énorme, qui est littéralement le double d'une année normale. Là. Il y a 7 rondes, normalement, ils ont 7 choix. Exact. Comme tu l'as mentionné. Ben, c'est en vue du repêchage qui est à Montréal. Exactement. Puis, des fois, il peut faire un échange. Est-ce qu'il peut utiliser un 2e, 3e ronde pour s'avancer? Pour s'avancer. Est-ce qu'il peut échanger un choix de 2e ronde pour acheter deux autres plus loin? Il y a moyen de jouer comme ça aussi. Là. Je vais parler un peu côté majeur. Entre autres, je vais commencer avec Jean-Gabriel Pajot qui est parti avec les Islanders. Honnêtement, les Sénateurs qui ont quand même... il y a eu un gros paiement qui a été fait là-dedans. Là, on se pose la question, est-ce que Montréal aurait été prêt à offrir ça? Parce que là, on parle de 3 choix, 1 2e ronde. Là. Est-ce que Montréal aurait été prêt à payer ça pour avoir Jean-Gabriel Pajot? Ça prend le bon fit en mot français. Ben, aussi. moi, je pense que Pajot, c'est pas ce que Montréal a besoin. Non, absolument. C'est un bon kid, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui connaît une saison exceptionnelle. Est-ce que ça va être encore comme ça l'an prochain? Moi, ce que j'ai trouvé de plus surprenant, c'est que les Islanders l'ont signé immédiatement. Oui, absolument. Donc, pour eux, comme tu dis, il y avait un fit. Pour eux, c'était la bonne personne au bon moment, à la bonne place. Aussi. Mais je pense pas que Montréal se sera amélioré nécessairement avec Pajot. On l'aurait fait jouer où? Ben, exactement. Par contre, le contrat qu'il a eu avec les Islanders, est-ce que nécessairement il aurait eu ça avec Ottawa? Ça aurait pu. Parce que là pour les Sénateurs, là, on parlait de reconstruction de relève, mais là, avec Pajot qui est parti, là, c'est comme si tu déviais un peu de ton plan. Là. C'est plus trop ça qui rentre en ligne de compte. J'ai l'impression qu'il aurait pu avoir plus ailleurs. Je trouve qu'il n'a pas signé un si gros contrat. New York Islanders? Oui, il y a un 5 millions, mais peut-être qu'il s'est dit je signe là à long terme parce que c'est une équipe qui est gagnante. Mais j'ai l'impression qu'il aurait pu avoir plus ailleurs s'il avait testé le marché de joueurs autonome. Mais probablement que c'était ce qu'il s'était parlé avant de faire l'échange parce que peut-être que Islanders n'aurait pas payé si cher, sachant qu'ils ne les signeront pas aussi. Oui, il s'était parlé avant. Il y a probablement ça aussi dans l'histoire. Là. Mais moi, ce que j'aime d'Ottawa actuellement avec on peut même pas parler de noyau. C'est tellement des joueurs interchangeables. Là. Puis c'est tellement des joueurs qui se défoncent. Moi, je pense que côté attitude, là, ils sont en avant de Montréal actuellement. Juste au niveau attitude, ils n'ont absolument rien à perdre. Puis ces gars-là, c'est tous des gars qui sortent de nulle part. Puis ils ont tout à gagner, ils n'ont absolument rien à perdre. Ça fait que pour l'attitude, pour le spectacle, ils sont beaux à voir. Puis ils ont un beau noyau, mais très, très jeune. On parle de Chabot, on parle de Tkachuk. On parle du défenseur aussi, dont j'oublie le nom. Brandstrom. Ouais. Il y a Batterson aussi. Donc, il y a un bon potentiel qui s'en vient. C'est plus difficile, par contre. Oui, effectivement. On fait une courte pause. Au retour, on fait les moments clés par mes collaborateurs et le fameux quiz sportif parce que vous l'aimez et mes collaborateurs l'aiment aussi. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire, cette fois-ci pour discuter des moments clés par mes collaborateurs. Et on commence avec Pascal. Pascal, une vidéo en fait d'une lanceuse hors pair que je prendrais bien à Toronto, honnêtement. Et on parle de Marybeth Gorsuch. Alors, on regarde un court extrait et on en revient au retour.
Gorsuch was at the top of her game like she's never been before. I have been involved in this sport for 44 years. I have never, ever seen a pitcher throw 21 first pitch strikes. I have seen perfect games, but I have never seen a performance like I saw tonight with Maribeth Gorsuch. It included 16 strikeouts. That's 4 more than she had ever fanned in a single game. You are seeing perfection, history made. Donc, Pascal, on vient de voir les images. Honnêtement, ça a beau être du softball, mais quand même, il faut donner crédit à ce qui revient à la lanceuse. Honnêtement, ça, je n'ai qu'un mot à dire, c'est hallucinant. J'ai pas d'autre mot. C'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Puis elle aurait été seule ce soir-là avec la receveur, puis il aurait fait la job parce que d'après moi, la balle n'a pas été en nulle part. Et elle rentre au poste, là. Elle rentre au poste, puis c'est vraiment impressionnant parce que les gens qui ont joué, nous ici, on appelait ça le fastball à l'époque. Eux, ils appellent ça le softball, mais c'est impressionnant parce qu'elle est beaucoup plus près du marbre qu'un lanceur de baseball peut l'être. Et la balle travaille énormément comparativement à ce qu'on voit au baseball. Donc, elle a vraiment du mérite. Ça s'est passé dans le softball universitaire américain. Puis on la prend dans notre équipe n'importe quand. Ça c'est un point. Il n'y a rien de soft dans son lancer. Non, exactement. Maintenant, Mathieu, un moment UFC que tu as choisi. Et on va regarder le vidéo. Et au retour, je vais te laisser dire le nom des combattants parce que honnêtement, j'ai trop peur de les manquer si je les prononce moi-même. Donc, on regarde le court extrait et on vient au retour. Bon, alors Mathieu, encore une fois, UFC, on connaît le sport, c'est très, très intense et féroce. Mais là, encore là, je regarde un peu, en bon québécois, les taloches qui se donnent là-dedans et ça frappe. Surtout au ralenti, là. Oui, bien en fait, ils ne se rendent pas tant que ça, les taloches. Parce que quand on regarde, là, c'est une victoire de Magomed Ankaraev, qui est les shorts rouges, contre Ion Cutelaba. Ce qui est de spécial, on le voit, le Cutelaba, on voit, il est comme étourdi, il a l'air sonné, mais c'est un rôle. Il ne l'est pas vraiment. C'est une stratégie, exactement. Il veut comme influencer son adversaire. Donc là, il arrête le combat. Il est en fusil. Il n'est pas content, mais en même temps, c'est le rôle de l'arbitre de protéger le rôle de l'arbitre, c'est la sécurité des combattants. Il a fait son travail à mes yeux. C'est pas une bonne idée qu'il y a eu. Non, parce qu'à vitesse réelle, on le voit ralenti, mais quand on voit les coups, ils ne l'atteignent pas vraiment. Mais à vitesse réelle, là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Non, c'est facile à dire qu'à faire, comme tu l'as mentionné. Merci, Mathieu. Mais en passant, que là, par contre. En passant, Mathieu, un point pour la prononciation des noms. Je pense que je n'aurais pas pu faire mieux. Ça, je vais te l'avouer. Et maintenant, messieurs, on part au moment que vous préférez tous, je le sais très bien, le quiz sportif. Alors, athlète canadien en ski acrobatique, il n'avait que 17 ans lors des Jeux olympiques d'hiver en 2010 quand Alex Bilodeau a remporté la première médaille d'or du Canada en sol canadien. Son palmarès actuel, on parle de 57 médailles d'or. Alors, est-ce que c'est Mike Riddle, Michael Kingsbury ou encore Philippe Laroche? Kingsbury? Absolument. C'est une bonne... Oui. Surtout l'âge un peu, il y avait 17 ans au moment de... Oui. Fait que ça, c'est un indice que je voulais vous donner. Je voulais faire plaisir. Ça ne trompe pas. Merci beaucoup. Ça te plaît. Merci, je te donne une passe sur le but. Merci beaucoup. Maintenant, on se dirige avec Mathieu. Pilote de course en Formule 1, il a connu une première année exceptionnelle avec McLaren en 2007 dans un duo avec Fernando Alonso. La même année, il est victime d'une violente sortie de route causée par l'éclatement d'un pneu le 21 juillet. Est-ce qu'on parle de Lewis Hamilton, de Felipe Massa ou encore de Jacques Villeneuve? Lewis Hamilton. Et c'est une bonne réponse, encore une fois, exactement. Donc, coup de duo avec Alonso, on sait que ces deux-là ensemble, c'était, pour ne pas dire l'équipe de feu, je vais le dire comme ça. Oui, effectivement, il y avait un peu de feu entre les deux. Ouais, côté relation, d'après moi, il n'allait pas souvent même partie. C'était un duo un peu débranché, on va l'appeler comme ça. Ouais. Je reviens à Pascal maintenant. Donc, ancien joueur du Canadien, dès 1942, il récolte son premier point dans un match contre les Bruins de Boston. Jouant sur la punchline, Conn Smythe veut faire de ce joueur le premier francophone à jouer pour Toronto en lui offrant la somme de 25 000 $. Alors, est-ce que c'est Jean Béliveau, Maurice le Rocket Richard ou encore Henri Pocket Rocket Richard? On a même une photo signée. Oui. Rien de moins, Maurice Richard. Rien de moins, c'était pour te faire plaisir parce que c'est la bonne réponse, c'est une photo signée. Merci à mon réalisateur qui d'ailleurs a trouvé la photo avec la signature. Donc, c'est bien. Oui. Et maintenant, je me dirige vers Mathieu pour sa toute dernière question.
Bob Barker, qu'on connaît pour animateur et producteur de jeux Price télévisés is Right. américains, maintenant un retraité, a déjà fait un caméo, donc une apparition à marquer, dans un film traitant sur le golf qui a été réalisé par Dennis Duggan. Yes, Alors, I est-ce couldn't qu'on parle du Pro avec Kevin Costner, Happy Gilmore avec Adam Sandler ou encore la légende de Bagger Vance avec Will Smith? Ben oui, il s'est battu avec Happy Gilmore. Puis Happy Gilmore a perdu contre Happy Bob Gilmore a Barker. perdu contre Bob Barker avec son Absolument. chandail Un des beau moment Bruins du de film. Boston. Oui, oui. C'est la bonne réponse. C'est un film de hockey, en fait. Ben, messieurs, ça n'a pas été si pire que ça. 2 en 2. 2 en 2 pour tout le monde. Honnêtement, ça a bien été. Ça a bien été. Que des fois, question cinéma, ça peut paraître quelquefois louche, mais vous en êtes bien sorti. Puis Merci. ton tour s'en vient. Oui, Ouais, oui, bientôt. oui. Oui, Bientôt. d'ailleurs, je tiens à préciser que la dernière émission de la saison, c'est mes collaborateurs qui vont me tester moi-même. Donc, je pense que je vais me pratiquer. Je vais prendre tout de suite la peine de me pratiquer pour arriver prêt d'ici les 6-7 prochaines émissions. On a déjà hâte. On a déjà- Merci beaucoup, messieurs, pour cette, encore Merci pour à cette toi. émission-là. Je tiens à remercier tout le monde, donc mes collaborateurs Claude Méville, Éric Simard, Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. Merci à mon équipe ici en studio, à la technique sans qui l'émission ne verrait pas le jour. Ça, à toutes les fois, je le dis et je fais plaisir à le redire. Et pour nous, si vous voulez revoir les productions, visitez le tvcotv.com pour revoir non seulement le vestiaire, mais également pour toutes les productions que TVCO offre dans son contenu. Alors, je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine ou encore une fois dans 2 semaines ou peu importe comment vous voulez. On se revoit tous les jours. Donc, portez-vous bien. Au revoir.